On passe beaucoup de temps à parler d'IA comme d'un truc abstrait, des modèles, des labos, des milliards de levées et des promesses qu'on ne comprend pas toujours. Pendant ce temps, certains l'utilisent vraiment pour vendre, pour gérer leur marketing ou leur entreprise au quotidien. Johan Drahi fait partie de cela. Avec Limova.ai, il est en train de démocratiser l'IA dans les TPE et les PME françaises. En quelques mois, Limova a trouvé son product market fit et on les voit partout dans les podcasts, à la télé, dans le métro, et ça marche. 1 million de revenus récurrents par mois, des milliers de clients, 4 millions de levées en quelques mois et une trajectoire qui ne ressemble à rien de connu. Johan, c'est l'entrepreneur pirate par excellence, celui qui casse les codes, il ignore les recettes toutes faites, il fait des choses qu'on n'apprend pas dans les livres et il est all-in. Dans cet épisode, il explique son go-to-market, raconte sa réussite éclair et du coup, on se pose une vraie question, qu'est-ce qui peut arrêter la fusée Drahi ? Radiographie d'un alien de la French Tech, place à Johan Drahi dans Off the Record. Écoute, moi je suis hyper content que tu sois là parce que tout le monde me parle de toi. Moi je vis à San Francisco donc je suis pas à Paris et quand je rentre à Paris, tout le monde me dit il y a un entrepreneur de malade en ce moment en France. Il s'appelle Johan, il faut absolument que tu le rencontres et moi j'avais pas du tout suivi l'aventure Limova. Et j'ai commencé à écouter certaines de tes interviews. T'en as fait une avec Oussama. Il y a bien évidemment l'interview avec Guillaume Play qui a fait beaucoup de bruit. Et je me suis dit, mais putain, quelle énergie, quoi. Le bonhomme. Et on en parlait un petit peu tout à l'heure en attendant de rentrer dans les studios. Moi, j'avais le sentiment que avec The Family, un peu, la terre s'était ouverte et qu'il y avait cette génération d'entrepreneurs un peu hustler, etc., qui avait un peu disparu. Et j'ai l'impression de retrouver avec toi cette âme. Tout n'a pas disparu, c'est ça ? Écoute, déjà, merci pour tous tes compliments. Je suis hyper content d'être avec toi. Je t'adore. Tout le monde te suit. Pour nous, t'es évidemment une star. Écoute, tu peux pas me faire plus beau compliment que ça. The Family, moi j'outrepasse toute la partie polémique, elle m'intéresse absolument pas. Ouais. Je rentre vraiment dans l'opérationnel. Moi je suis un enfant de coup d'État. Ouais. On est tous des enfants, je pense, de coup d'État. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont capables de s'aligner sur en dehors des faits médiatiques, je pense qu'il y a un alignement total de tout ce que The Family, coup d'État a apporté à l'entrepreneuriat. Et bien sûr que je suis hyper content de véhiculer ce genre d'idées déjà parce que ça marche. Ouais. Factuellement, ça marche de mettre en place ce genre de choses. Et parce que c'est un mindset. C'est un état d'esprit qui se raréfie en Europe, en France. Et je pense qu'on a cette responsabilité-là, nous qui avons suivi ce genre de contenu, de raviver la flamme. Avec ou sans le nom, on s'en fiche finalement. Tu vois, ouais. La finalité, c'est que cet état d'esprit-là conquérant, de positivité, d'optimisme, de mort de faim, tu vois, c'est un peu notre rengaine chez nous, doit perdurer et surtout on doit la spread le plus fort possible et on est très content et merci du compliment. Ouais. Et surtout, il n'y a pas de... Ce que j'adore, c'est que vous faites fi du déterminisme social, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte d'entrepreneuriat un petit peu génétique, avec des entrepreneurs qui sortaient, qui se ressemblaient un peu tous, sortaient tous à peu près des mêmes écoles, tous à peu près des mêmes quartiers, habillés à peu près tous pareil, et généralement à Paris. Et là, non, tu vois, c'est pas du tout ton profil, même si tu as vécu longtemps à Paris. Aujourd'hui, tu vis à Nice, on va y revenir. Et ça, je trouve ça super intéressant. Mais avant de rentrer dans ton parcours et comprendre, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment de comprendre quels sont tes ressorts, comment est-ce que tu fais vivre ce projet Limova et comment est-ce qu'on arrive à avoir des résultats comme vous avez aujourd'hui en si peu de temps. Tu peux nous réexpliquer ce qu'est Limova ? Je suis sûr que beaucoup de monde en a entendu parler, mais c'est quoi votre promesse ? C'est quoi votre produit ? Écoute, nous, à la base, on a monté un produit qui n'avait rien à voir avec celui-là. Et on a fait un pivot très violent parce qu'on a vu aux US qu'il y avait une trend qui arrivait sur les agents IA pour les entreprises. Donc, quand on décide de faire le pivot, initialement, c'est de se dire les US ont souvent beaucoup d'avance sur l'Europe. Le produit nous parle. On va juste vérifier rapidement le marché en sondant des gens qui sont prêts à s'abonner à ce que va être notre pivot, donc à ce que va être Limova. Rapidement, il y a une adhésion qui est totale. Donc, ce sont des agents à base d'intelligence artificielle que vous avez personnifiés. C'est véritablement comme des personnages. D'ailleurs, c'est trop drôle parce que vous avez pris des personnages un peu de dessin animé, quoi. Exactement. Cartoon, quoi. Un peu Pixar. Peu Pixar. Pour ceux qui connaissent l'univers, parce qu'on s'était dit deux choses. On s'était dit,
le pivot et le changement de paradigme de l'IA dans la vie d'une entreprise, ça va être violent. Ouais. Et pour atténuer cette violence-là, il fallait surtout pas trop téchifier l'histoire. Il fallait au contraire la personnifier, la rendre la plus simple possible. Et donc finalement, si Carlos, dans ma boîte, c'est le mec qui gère le marketing, bah si je lui mets un agent IA qui s'appelle John, qui s'occupe du marketing, a priori, pour tout le monde, c'est stable, tu vois. Et donc pour revenir à ta question initiale qui était la promesse est simple, c'est qu'on a essayé de segmenter quelles étaient toutes les tâches quasiment obligatoires pour un business et de se dire qu'on allait mettre de l'IA dans ces segments-là de deux manières. Soit l'entrepreneur est solopreneur où ils sont 2-3 dans une toute petite TPE et ils n'ont pas la capacité de gérer tout le business et donc on leur met des agents IA qui vont travailler à leur place. Qui sont préconfigurés selon des postes marketing, sales, office sales, manager, support assistant à la direction. Et je vais te donner des exemples très concrets. Ou soit au contraire, on a une boîte qui a 100 salariés et où là, on est déjà équipé dans les pôles par plusieurs 3, 4, 5 personnes qui gèrent le marketing, une quinzaine de personnes au sales, etc. Et là, l'idée n'est pas de remplacer quelque chose qui n'a pas, mais d'augmenter, d'amener de la productivité. Je vais donner 3 exemples qui sont très simples. Je suis une TPE, j'ai personne au marketing, je fais rien sur les réseaux sociaux. Cas classique, je prends John, il me crée mes posts et il les publie à ma place sur les réseaux sociaux. Donc typiquement quelque chose que je ne fais pas, je me mets à le faire parce que j'ai un agent IA qui est connecté avec LinkedIn, avec TikTok, avec Instagram, avec Twitter, etc. Ouais, mais John, il t'explique ce qu'il faut faire. Il t'explique ce qu'il faut faire. C'est ça, quoi. Parce que si j'ai rien sur les réseaux sociaux, ça se trouve, c'est que j'y connais rien en réseau social. Tu me fais une passe décisive qui est énorme. C'est souvent la question qui arrive des clients, c'est « mais moi, je sais pas utiliser l'IA ». Bah écoutez monsieur, welcome. C'est la première invention de l'humanité qui t'apprend à l'utiliser. Bonjour, je m'appelle Johan, j'ai jamais utilisé d'IA de ma vie. Je suis nul en marketing. John, peux-tu m'aider? Et John va te dire, bah je vais te poser des questions sur ton business, comment ça se passe, etc. Et donc il va être proactif, il va t'accompagner là-dessus. Puis il va te faire des images, puis il va te faire un post, puis il va les poster à ta place, puis il va te dire à quelle heure il faut poster. Et ça c'est incroyable. Et puis tu as l'autre volet de dire, j'ai une boîte qui a 100 salariés, il y a 4 personnes au marketing. Mais la question de se dire c'est, est-ce que les 4 personnes au marketing, elles ont une vraie valeur ajoutée à créer des posts sur les réseaux sociaux? Ma réponse, c'est non. Je pense que si la personne au market, elle est augmentée par l'IA et qu'au lieu de passer 4 heures par jour sur faire des posts, elle passe 10 minutes par jour et qu'elle passe 3h50 à rappeler des clients pour comprendre les avis, les retours, regarder la concurrence, ce que fait la concurrence. Et personne fait ça. Pourquoi? Parce que tout le monde te dit, j'ai pas le temps. Et le j'ai pas le temps est remplacé par l'Imova. C'est ça notre positionnement produit. Et pour le coup, ça se passe plutôt très bien. Et ce qui est génial, c'est que on entend beaucoup parler quand on écoute la presse, les médias, de cette intelligence artificielle comme une menace qui va venir supprimer des boulots, qui va venir détruire le monde du travail. Et on dit que les gens, et notamment les petites entreprises, ils comprennent rien. Et toi, tu dis non, il y a un appétit. Ils sont super intéressés. Ils ont envie de faire quelque chose. Mais déjà, parce que moi, déjà, j'ai toujours été construit pour voir le verre à moitié plein et pas à moitié vide. Moi, ça me déprime de voir que quand il y a une révolution que j'estime aussi importante que le feu pour l'humanité, la première question qu'on se pose, c'est quel est le mal de cette solution? Pourquoi on se dit pas tout ce qui est bien? Pourquoi on se dit pas, mais attends, c'est incroyable ce truc, et comment on va plutôt bien l'utiliser? Je te prends un exemple qui est très simple. Nous, on était 4, on est 40. On a fait x10 en termes d'effectifs. Est-ce qu'on a viré quelqu'un? Pas du tout. Et vous utilisez votre produit? On est les premiers utilisateurs. Et en fait, nous, au lieu de faire 300 jours par an, on en fait 900 parce qu'on est augmenté par l'IA. Et ce qu'on dit aux gens, c'est arrêtez de vous dire est-ce que. Aujourd'hui, l'IA, c'est un outil exceptionnel. Mettez-le dans votre entreprise. A priori, vous allez avoir de la croissance. La croissance, vous allez recruter des gens. Vous allez baisser le chômage. Tout va aller mieux dans le pays. Donc, arrêtez d'essayer de normer quelque chose qui vient de sortir. Utilisez-le à plein régime et on verra bien ce qui se passe. Et il y a un autre truc que je trouve vachement intéressant aussi et que j'avais constaté aux États-Unis, bien évidemment, parce que tu dis vous étiez vachement inspiré par ce qui se passe aux États-Unis, on va y revenir, c'est que ça permet aussi de baisser la barrière à l'entrée pour créer une boîte. Mais clairement. Parce que des fois, on se dit ah ouais, mais créer une boîte, il va me falloir telle personne, je les ai pas forcément dans mon environnement immédiat, j'ai pas forcément la confiance, j'ai pas de quoi recruter, j'ai pas de quoi embaucher. Et là, immédiatement, t'es 1 ou 2 et boum, tu te retrouves à créer une activité comme si t'étais 10, quoi, du jour au lendemain. Mais c'est ça qui est magique, c'est que déjà, ça baisse la barrière à l'entrée parce que même si t'es pas compétent sur le domaine de ta boîte, tu vas être accompagné. Je trouve que l'IA, c'est déjà comme première responsabilité, c'est un puits de savoir. Ça donne de la force à des personnes qui manquent de savoir, qui manquent d'expertise. On peut se faire conseiller, augmenter. Le deuxième sujet, c'est comme tu l'as dit, monter une boîte, c'est compliqué. Et je trouve que le rôle des entrepreneurs, moi je pense à la boîte Legal Place qui est en train de cartonner également. Je le salue, c'est une boîte exceptionnelle et avec un fondateur exceptionnel.
Rassem Flazi, pour ne pas le nommer, qui est vraiment super. Qui est génial, ce mec. Bah, tu vois, Rassem, il t'aide à monter ta boîte. Puis derrière, t'as Limova qui t'aide à lancer ta boîte. Et puis, t'as plein d'autres logiciels. Et puis, c'est tellement enivrant de se dire que quelqu'un qui a une idée, il peut tout de suite passer à l'action. Et puis, ça marche pas, il ferme sa boîte, il en remonte une autre. Et puis, c'est tellement bien, tu vois, de vivre dans un monde comme ça où tu peux être dans l'action, créer de la valeur, créer des choses. Moi, je trouve ça juste hyper excitant, tu vois. Je voulais remercier Conto pour leur soutien à Silicon Carnet, je les connais bien maintenant. Et si tu t'apprêtes à créer ta boîte en France, ce que je vais te dire dans les prochaines secondes risque de te faire gagner un temps précieux parce que créer sa boîte, c'est génial. Mais c'est aussi tout un tas de démarches administratives et je sais, tu t'en passerais volontiers. En plus, tu as la réforme 2026 qui arrive et qui impose la facturation électronique à toutes les entreprises françaises. Justement, c'est là que Conto change la donne parce qu'ils ont non seulement des experts qui t'accompagnent gratuitement pour créer ton entreprise, mais maintenant, tu peux accéder directement à leur compte pro avec la facturation électronique déjà incluse. T'as pas besoin d'un outil supplémentaire, pas de ligne de dépense en plus. C'est la solution tout en un qui va te faire gagner du temps. Tu crées une facture en 1 minute, tu suis son statut en temps réel et quand le paiement arrive, il est automatiquement rapproché à la facture. Comme ça, la compta est simplifiée. Il y a déjà 600 000 entrepreneurs qui utilisent Conto. C'est une entreprise sur 4 en France. Alors, si tu te lances, tu vas sur conto.com. Ça s'écrit QONTO.com. Et ils ont été super sympas. Ils nous ont filé un code. Le code, c'est Silicon50. Tu peux l'utiliser et tu recevras 50 € sur ton compte pro au moment de la création. Voilà. Allez, retour à ton épisode. Mais ce que je trouve dingue aussi, c'est que ton profil, tu corresponds pas du tout au profil dont on entend parler dans la presse, y compris dans la Silicon Valley, de ces entrepreneurs de l'intelligence artificielle qui sont limite des Asperger, neurodivergents, qui regardent leurs chaussures, qui savent pas parler, qui s'en foutent complètement du commercial, nerd à mort, etc. et vous correspondez pas du tout à ce profil-là. Comment t'es venu l'idée, parce que t'es pas un techos à la base, t'as commencé très tôt d'ailleurs à bosser. Je regardais, t'es rentré d'abord dans la vie associative, t'as été très très impliqué, mais vraiment professionnellement, c'est-à-dire très 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 tôt. Après, t'as travaillé dans une boîte de climatisation. C'est pour ça que tu vis à Nice. T'as découvert la ville de Nice. D'ailleurs, tu un très bon promoteur de la ville de Nice. Il y a Oussama, il veut que j'aille vivre à Dubaï. Toi, tu veux que j'aille vivre à Nice. Tout le monde essaye de me faire déménager de San Francisco. Mais la tech, c'est pas ton environnement à la base. Non, et je vais te dire, moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi les gens s'arrêtent à ce genre de choses. Moi, je vais te dire, je pense qu'un ingénieur, qui plus est vraiment orienté tech, c'est une perle rare. Mais je suis convaincu d'une chose, c'est qu'une boîte, en tout cas dans 90% de ces cas, elle doit être alimentée par une âme de sales. Et c'est tellement plus simple d'aller build un excellent produit quand tu vends. Moi, j'ai beaucoup de cas de figure je parle beaucoup avec notre CPO, Chef Product Officer, le responsable produit chez nous, qui est celui qui conçoit l'interface, l'expérience utilisateur pour que les gens comprennent l'onboarding, la première expérience que j'ai avec le produit. Où mettre les boutons, quelles sont les pages à présenter en premier, etc. Ce mec-là, il était CPO chez eFounders, pour ceux qui ont connu Exa, etc. Bien sûr. C'est, il y a des boîtes comme Aircall, comme Spended, des boîtes énormes qui sont sorties. Super bonne école. Et Grégoire me disait, je n'ai jamais entendu parler d'une boîte comme vous qui démarre comme des fous en tant que sales machine. Et je lui ai répondu, tu sais Greg, c'est tellement plus simple quand tu génères du cash, tu génères de l'attraction, de t'entourer d'un mec comme toi, de t'entourer de super développeurs back-end, front-end, DevOps, etc. Par contre, je suis sûr que tu pourras m'en dire des nouvelles. Combien de top produits n'ont jamais éclos parce que pas d'appétence à constituer ou à aller attaquer ou aller toucher son marché. Il m'a répondu, tu as raison Yo, j'ai vu trop de produits exceptionnels se manger les murs de la vente en fait. Et donc moi, ma reco, c'est, vous n'avez pas besoin d'être d'un grand ingénieur, vous avez besoin de vous équiper de super ingénieurs. Et d'ailleurs, le poste de CPO, moi je trouve qu'on l'a recruté beaucoup trop tard dans l'Imova. Ça arrivait trop tard chez nous. Mais c'est pas le product qui fait vendre. Non. Parce que on en a eu plein de gens qui ont fabriqué des produits extraordinaires et qui se sont dit mais si le produit est bon, les gens viendront. Jamais. Mais ça marche pas. Non. Il faut aller les chercher. En fait, le cas où peut-être que tu sors un truc qui est vraiment hors du commun, mais c'est tellement petit comme pourcentage. GPT. Voilà. C'est où t'as un product-led growth, où vraiment ton produit de toute façon devient viral, explose. Mais le sujet numéro 1 pour une boîte, c'est de la croissance, c'est du cash, c'est de l'attraction. Tout le reste devient simple après. Tout le reste devient simple. Et l'éducation, et d'ailleurs c'est une éducation de famille au demeurant, mais une éducation même chez YC. Il faut vendre.
Il faut trouver son product market fit. Et des gens qui mettent la carte bleue, pas simplement qui disent je veux bien l'utiliser. Ah non, la carte bleue, le code, Stripe, paiement. Ouais. Et une fois que le paiement est passé, tu pourrais considérer que tu as un product market fit s'il est répété. Mais la priorité d'un entrepreneur, c'est de vendre. Et donc, pour répondre à ta question, moi, je trouve qu'on n'a pas du tout le profil qui est vendu partout dans les médias. Et c'est ce qui nous rend si différents, c'est ce qui nous rend si sympathiques. Et c'est pour ça qu'il y a un attachement assez particulier à la boîte, parce que je trouve qu'on est les outsiders, tu vois. On est vraiment complètement. On est vraiment les outsiders du play. Et je le redis, je le répète, notre appétence marketing et sales, c'est de la bombe atomique. Et là, au moment où je te parle, on fait un vrai pivot sur produit. Mais on fait 1 million d'euros de CA par mois. On est quasiment. En fait, 1 million de revenus par mois. On fait 1 million de revenus par mois. On a quasiment 3 millions d'ARR et je t'expliquerai la disparité. Là, vous avez multiplié par 10 en l'espace d'un an. Ouais, on a fait x10. On a fait x10 et c'est costaud. Mais donc, quand tu fais 1 million d'euros de chiffre d'affaires et que tu as 300 000 euros, grosso modo, de MRR, en fait, c'est tellement simple de recruter qui tu veux, de faire de la dette, de relever des fonds, de faire ce que tu veux, d'être vraiment équipé pour aller monter un top product. Mais on s'est concentré la première année sur croissance, traction. Faites 1 million par mois. Ouais. Avec de la rentabilité, parce qu'on a vu aussi ces produits, tu sais, exploser en revenus, des Lovable, des cursors, etc. Et puis on se rend compte que derrière, ouais, super, en fait, ils achetaient des tokens hyper chers et en fait, les gens achetaient moins cher chez eux des trucs qui étaient hyper chers et la rentabilité n'était pas forcément au rendez-vous. Vous arrivez à sortir de la rentabilité. Ouais. C'est rentable, c'est-à-dire que la boîte va être là demain, vous allez continuer à progresser, à avancer sur le produit. Écoute, nous, on est EBITDA positif. Ouais. Pour ceux qui nous écoutent. Vous êtes déjà EBITDA positif. On est EBITDA positif. On a, et pourtant, Dieu sait que sur le mois de octobre, novembre, décembre, on a quand même envoyé quasiment 1 million d'euros de market. Faut se rendre compte que c'est 1 million d'euros de marketing pour une jeune boîte qui a 1 an. C'est le pivot de Limova, c'est il y a 1 an. On avait vraiment fait tout. On a fait la télé, on a fait le métro, on a fait Harry Potter, on a fait un partenariat. Ouais, il faut que tu m'expliques ça. Parce que c'est une folie ce qu'on a fait. Quand je dis que vous avez une énergie de malade et quand tu dis justement, ok, on sait qu'on a un product market fit, le produit, on sait qu'il marche, on sait que les gens le veulent. On sait le pricer, on a déterminé à peu près combien les gens sont prêts à payer pour ce genre de truc-là. Ok, maintenant, il faut qu'on adresse le marché. C'est ce qu'on appelle aux États-unis le go-to-market, ce qui est le plus difficile. Et vous n'êtes pas dans les réseaux parisiens. Et puis, de toute façon, il ne s'agit pas d'aller vendre ça aux autres startups de Station F. Il s'agit d'aller vendre ça partout en France. Au mec ou à la femme de 50 ans qui a un cabinet d'assurance, qui est agent immobilier, qui a un cabinet de dentaire. Enfin, vraiment, on a un ICP. Pour ceux qui nous écoutent, un ICP, c'est notre personnel type. On a 60% de notre ICP, c'est grosso modo de la TPE à une toute petite PME. Et on a 40% d'ICP un peu différents, un peu plus variés, un peu plus upgradés, avec plus de collaborateurs, etc. Mais le go-to-market de Limova, on me l'a souvent demandé en DM LinkedIn, il est hyper simple. On a vérifié très rapidement notre marché en vendant à nos amis, nos copains, nos cousins, nos tontons le produit. Tout le monde a mis sa carte bleue. Déjà, copain, cousin, tonton, ami ou pas ami. Donc tu commences par ton cercle proche. Tout de suite. Ouais. Et une fois qu'on a eu ça, on a fait un truc très simple. Méta, pub, formulaire. Ads. Et contrairement à la logique qu'on apprend partout en se disant je veux scaler, donc je mets de l'ads qui renvoie vers mon website et je veux que ce soit autonome, on a fait tout le contraire. On a mis 0 € qui redirigeait vers le website. On a fait des formulaires méta. Et tous les formulaires méta, on les a fait. Passé sur Facebook ou sur. Instagram, Facebook au début. Ouais. 0 Google, 0 LinkedIn, 0 TikTok au début. Parce que méta, c'est plutôt simple à adresser. Et tous les formulaires, on les a envoyés chez les commerciaux. Et alors là c'est la question générale. Mais pourquoi vous n'avez pas envoyé vers votre site? Pourquoi? Parce que quand tu envoies à des commerciaux, première réponse, c'est que tu vas avoir une tendance marché très forte parce que les commerciaux vont te feedbacker. Voilà ce que les gens veulent. Voilà les features que le marché veut. Voilà ce que les gens sont prêts à payer, etc., etc. Donc, au début, on a dit rien sur le site, tout avec des sales. Les sales ont fait un carton plein et derrière, on a commencé à envoyer un peu. Les sales, c'est des quoi? C'est des revendeurs ou c'est des gens de chez vous? Des gens de chez nous. D'accord. En interne. On envoie des leads. T'en avais combien au départ? Franchement, 2. 2, puis derrière 4. Bon, aujourd'hui, ils sont 18, donc ça a bien scalé, mais ils démarrent à 2, tu leur envoies des formulaires toute la journée, les mecs, ils signent toute la journée des contrats. Donc déjà, ça te dit que tu as un product market fit, parce qu'au téléphone, quand ça parle. Puis derrière, tu te dis, bon, ça y est, la boîte, elle commence un petit peu à marcher, bien, on envoie vers le website. La conversion du site, elle est catastrophique à l'époque. Cataclysmique. C'est-à-dire que c'est vraiment une solution selling, c'est-à-dire qu'il faut quelqu'un qui t'explique la valeur du produit. Ouais. Donc, c'est pour ça que de diriger vers des commerciaux, tu avais ce contact physique. Ouais.
En fait, c'est en visio. En visio. C'est en visio, mais t'as tout compris, c'est un contact humain. Ouais. Finalement, que les qui gens rassure par qui rapport rassure, à ça. mais parce qu'il faut se rappeler que nous, quand on démarre la boîte, on Ouais. a 0 avis Trustpilot. Personne nous connaît. Ouais. Et donc, en fait, nous, on savait que casser la barrière du Ouais. trust, ça passait par un appel et que tous nos concurrents en France et aux US, Ils essaient de faire du product. let's gross. Let's Et gross. donc, on aspire tout le marché à ce moment-là. Parce qu'on est les seuls à avoir un contact humain. On démarre comme ça cartonne. Puis derrière, forcément, on se fait un petit trust. Et la deuxième partie go-to-market qui n'était pas prévue, c'est que Attends, avant que tu passes à la deuxième partie, là, go-to-market, vous êtes à combien de clients à peu près? là, Tu dis ça, tu passes à la deuxième partie à partir de combien de clients? on a réussi quasiment à atteindre 1 million d'ARR comme ça. D'accord. Ce qui est, je le dis pour Donc, tout le monde, 1 million de revenus récurrents annuels. annuel. Ce qui, je le dis pour tout le monde, c'est colossal. En quelques mois, En, oui. en 3 mois et demi, 4 mois, c'est colossal. C'est Ouais. quasiment rarement Et le profil de tes sales, là, de tes commerciaux, c'était qui? mort de faim, 25 ans, envie de... Tu signes, tu gagnes de l'argent. En gros, c'est salut, j'ai 25 ans, j'ai pas forcément fait d'études commerciales particulières ou tech ou Il se etc. passe un truc, il faut que je te parle de l'IA parce que ça va changer ton business. Ça va changer ta vie. Ouais. On va te payer au variable et si tu gagnes 15 000 euros par mois, je serai l'homme le plus heureux de la Terre. Est-ce que ça te va te signer avec moi? Ouais. Bah ouais, bien sûr. Par contre, faut venir à 8h du matin, peut-être partir à 20h, ça te dérange? Tu les as au bureau ou ils sont Au bureau. remote? Au bureau. Et les mecs en ambiance à l'américaine, hein. Gong, quand tu vends, tu tapes dans le gong, tout le monde t'applaudit. Ouais. Le meilleur vendeur du mois, À Nice. À Nice. Ouais. À Nice, meilleur vendeur du mois, t'éteins les lumières, on met la musique de Star Wars, tu gagnes un Mac. Enfin, c'est vrai? Ouais, tu gagnes un Mac, Excellent. tu gagnes un Apple Watch, tu gagnes un truc comme ça. Ouais. Enfin, vraiment à l'ancienne. Et donc, on scale l'équipe jusqu'à 1 million d'ARR. Ouais. Ça, c'est la première grosse phase du go-to-market. La deuxième, gros coup de chance. Vraiment énorme. Moi, je me dis que je voulais absolument passer dans Sans Permission. J'étais quasiment sûr qu'on était dans la cible et que ça allait faire le truc sympathique. Mais peut-être que tu vas en parler après. Ou tu vas en parler maintenant. Ah non, mais Alors, c'est off the record. Moi, alors- j'ai pas de notes. Hein, c'est alors, toi qui y vas. hein, Elle est quoi, tu vois. magnifique. Et donc, du coup... Mais j'ai vu que tu étais passé dans Sans Permission. C'était une émission qui durait 2 heures et quelques. Hein, ouais, ouais. 2h15. Et en fait, au culot, hein, j'ai envoyé un DM sur Instagram à Ous. 1 heure après, il me répond c'est quoi ton produit? Je veux voir. On fait une visio, une demi-heure. Ok, vous passez dans Sans Permission. C'est très bien votre produit. Et on passe dans Sans Permission et on présente le produit. Donc là, je te rappelle que le go-to-market, c'est vraiment uniquement de la sales team. Sauf que Sans Permission, on fait 800 contrats avec Sans Permission, 800 abonnements. C'est Wow. énorme. Ok. Et dont plus de 50% en natif sur le site directement. Ok. Et donc cette fois, le site marche. bravo. Là, le site marche. Pourquoi? Parce que premier élément de trust. Ouais. Il y a une émission qui fait 250 000 vues YouTube par émission, qui dit ce mec-là, il passe dans mon émission, donc il y a un trust qui arrive. Donc déjà, nous, ça nous débloque un truc intellectuellement, en se disant, regarde, les podcasts, il peut se passer quelque chose avec, c'est fort. Et tu verras que ça aura un énorme impact plus tard dans l'histoire de la boîte. Et donc là, on commence à rediriger la moitié du trafic sur les sales et l'autre moitié sur le site. Et donc là, la boîte commence à grossir plutôt bien comme il faut. Ils font pas la gueule, les sales, là? Non, ils font pas la gueule Parce qu'ils sont. En fait, ils sont au téléphone toute la journée, Ouais. ils sont débordés par la situation. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte qu'on est jamais à moins de 15-17 litres par jour par sales distribués. Ouais. Pour ceux qui maîtrisent cette mécanique-là, c'est énorme. Normalement, Ouais. tu reçois vingtaine de leads par semaine et tu te débrouilles avec ça, avec de la prospection LinkedIn en plus. Nous, tous les sales n'ont eu que de l'inbound. Ils recevaient des leads tout chaud et il fallait convertir. Donc, c'est très fort là-dessus. Mais il faut quand même se rappeler que dans cette période-là, nous, on a vécu une grosse crise. C'était une crise de trésorerie. Ah, On a vécu une grosse crise de trésorerie. il faut que tu m'expliques l'histoire avec Eric Larchevêque. Ouais, exactement. On le salue, Eric. Ouais, Eric qui a littéralement sauvé la boîte parce que mon associé est gros fan d'Eric Larchevêque et il avait spoté qu'il y avait un mastermind chez lui à Vierzon. Dans sa baraque, là. Ouais, Ouais. et ce ouf qui est mon associé se dit je vais aller à Vierzon et je vais aller me faire un mastermind de 2 jours avec lui. Et donc Eric dit globalement avec ses Mais mots. tu vois, c'est ça la mentalité hustler. C'est Ouais. exactement Bah ça, ouais. en fait. C'est de Bah dire le nom, je l'ai déjà, j'en ai rien à foutre, j'y vais. Quoi, en Bah, fait, quoi. mais en fait, j'y vais, on verra bien ce qui se passe, tu Ouais, vois. Et mon ça. associé est hyper curieux là-dessus. Il va, il présente, et donc Eric dit littéralement à mon associé, j'ai jamais vu des types aussi forts pour acquérir des clients Ouais. et aussi nuls en mathématiques. Sa phrase, il dit vous êtes des fous furieux. Vous savez pas faire une addition. Vous savez pas faire soustraction. 2 plus 2, c'est les limites techniques pour vous deux, quoi. et donc, il m'appelle, il me dit, enfin, un call à notre associé, il dit, Eric dit qu'on est fort, mais il dit qu'on est fou. Et qu'il faut absolument qu'on vende en annuel chez les sales, qu'on arrête de faire du mensuel, ça sert à rien. Parce que le churn. Non, même pas, parce qu'en fait, la trésor,
D'accord. T'as besoin d'engranger, parce qu'à ce moment-là, vous n'avez pas levé beaucoup d'argent, vous avez levé quoi ? En tout, on a eu 400, 600, 1,2 million, 1,2 million d'euros depuis le début, mais il faut savoir qu'une boîte qui est en pleine croissance, tu spends, hein. Tu spends à la tech, market, les ads, enfin, tu vois, mais et puis comme on ne sait pas faire plus que 2 plus 2, tu vois, on était dans la merde. Donc là, Eric, il vous explique, si tu vends pas de l'annuel et que tu commences pas à fabriquer de la trésorerie. Il dit, il dit, tu baisses ton market, tu vends de l'annuel, sinon arrêtez, vous allez fermer la boîte. Okay. Et nous, on fait les bons élèves, on baisse le market, on vend en annuel. Et Eric, ce qui est très drôle, je crois que c'est à midi qu'il donne le conseil à Reuven, mon associé. À 15h, il se revoit dans un déj de travail et Reuven annonce qu'on a fait notre première vente annuelle. Eric, il dit, mais vous rigolez? Ah non, ça y est, Eric, tu sais, tu nous dis annuel, on fait annuel, hein. Et on a vendu de l'annuel. Tout de suite. Et maintenant, vous faites même du pluriannuel. Alors ça, je vais t'en parler, ça c'est l'énorme hack. Continue, on arrive. Ou tu veux le faire en chronologie? Non, en chronologie, je trouve ça sympa, tu vois. Donc là, on arrive à, sans permission, into Eric Larchevêque, qui dit, vous passez en annuel. Et donc, avec le passage en annuel, la baisse du market, Limova perd un tout petit peu en vitesse. Mais par contre, reprendre la trésorerie, reprendre du souffle en se disant, on n'a pas besoin de faire une levée de fonds là tout de suite pour respirer et pour éviter les problèmes. Et là arrive le bug génial, c'est que... oui, j'adore l'histoire. Là, c'est un bug incroyable parce que à ce moment-là, on se dit, bon, les gars, on a un product market fit. On vend en mensuel, on vend en annuel, on a du trust, les gens parlent de nous. Et on commence à avoir un peu de trésor. Ouais, on commence à avoir un peu de trésor. Venez, on fait une vraie levée de fonds, genre 3 millions d'euros. Et puis, on attaque la guerre, on va de partout, etc. Donc ça, c'est la réunion. Donc, on démarre un roadshow qui se passe très mal. Vraiment très mal. Pourquoi ? Parce que tous les VC nous disent votre produit horizontal, on n'y croit pas du tout. Pourquoi vous n'avez pas pris une verticale? Et nous, on leur dit parce qu'il n'y a personne qui fait un one-stop shop et que les gens nous répètent Oui, mais aux États-Unis, ils font déjà ça. Ouais, tu connais. Et puis surtout, il arrive à un moment donné, on a des. Et puis surtout, tu ressembles pas à la gueule de ce qu'ils ont l'habitude de financer. Le feedback, c'est ils n'ont pas fait HEC. Voilà. C'est pas des repeat founders, donc ils n'ont jamais revendu une boîte. On les a jamais vus à une soirée de French Tech. Ils agitent pas les coupes de champagne, donc ça doit pas être des bons. Donc c'est des nuls en fait. Et non seulement, et ça c'était terrible, non seulement nous on n'y va pas, et on dit à tout l'écosystème de pas y aller. C'est-à-dire que moi, il y a quand même, j'ai reçu des mails de gens qui m'ont dit, on m'a fortement déconseillé d'aller avec vous. Horrible. Et donc moi, j'ai fait un post LinkedIn à ce propos. J'ai dit, merci pour votre refus. Merci de ne pas nous avoir fait confiance. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point vous avez remis du samplon 95 millions dans notre sang. Ça vous a mis la haine, quoi? Mais j'adore. Mais moi, ça m'a mis la vraie haine. La haine somme, quoi. Le seum total. Non, le seum de dire, ces mecs-là, je vais faire chacun de leurs mails de refus. Je vais faire un post LinkedIn à la revente de la boîte. Quoi qu'il arrive, ça sera vraiment ça sera ma success story. Et donc, on se mange un énorme mur et pas de chance pour eux. Franchement, ils ont pas eu le nez creux. J'ai un ami qui me dit, il faut absolument que tu passes dans Legend avec Guillaume Play, qu'on salue. Il me dit, il faut que tu passes là-bas, t'as le profil, ça va être sympathique, tout le monde va te kiffer. Et bon, Legend, ok, on en discute. Nous, à l'époque, c'était un gros investissement pour nous parce que ça faisait une partie de la trésorerie. Ça coûte très cher. Ça faisait vraiment une grosse partie de la trésorerie de la boîte. Mais t'avais un peu de trésor. Ouais, mais c'était un peu du all-in quand même. Franchement, c'était du très all-in. Du très all-in. Tu peux dire combien t'as payé? Je crois qu'ils sont pas chauds, mais grosso modo, entre 40 et 80. Moi, je peux te dire que c'était 80% de la trésorerie de la boîte. Waouh. Voilà, ça, je peux te le dire. Putain, c'est un play. Hein. C'était un play de ouf. Et d'ailleurs, la discussion, c'était salut les copains, Legend, ça coûte cher. Je pense que c'est un play de ouf. Faites-moi confiance, je vais tout déchirer. Tu dis ça à tes associés? À mes associés qui me répondent, ok, yo. Et pas de doute. Ok yo, pas de problème. Et donc on y va. Et c'est très drôle parce que le mec qui nous accompagne dit, tu sais yo, enfin pas de pression, ça va aller. Guillaume me dit dans les loges, yo, tu sais, il y a plein de gens qui sont vraiment décomposés. Si ça va pas, on recommence. Et moi je lui dis, ça va très bien se passer. Et je dis, connais pas. Non, tu me connais pas. Moi ça va très bien se passer. Et je dis au mec qui m'accompagne, je crois que t'as pas compris. Là c'est l'avenir de ma boîte qui est en jeu. Donc en fait c'est sûr que ça va très très bien se passer. Et donc je rentre pour moi quand je suis rentré dans l'échec n'est pas une option. L'échec n'est vraiment, failure is not an option. C'est l'échec n'est pas une option. Je rentre Il y a beaucoup de préparation, il te prépare. Super. Mais alors là franchement Guillaume mutant, mec incroyable, très très professionnel, chaque détail compte, et son équipe énorme prépa, des allers-retours, des calls, vraiment tout nickel. Et donc quand j'arrive dedans, moi je rentre dans l'arène. Je rentre, il faut qu'on cartonne cet épisode. Et quand on fait l'épisode, ça explose. Là, c'est 3-4 000 clients qui arrivent d'un coup, c'est 450 000 euros de chiffre d'affaires dans le mois. Et surtout, ce qui est exceptionnel, c'est que moi, j'avais joué un coup de filou. J'avais dit à mes associés, je vais demander à Guillaume de nous parler d'une levée de fonds, parce que vu que ça se passe pas bien. À la fin, j'entends, je me rappelle. Vu que ça se passe pas bien avec les VC, je me dis peut-être qu'avec des BA, ça va le faire.
Et donc, on dit, voilà, on lève 2 millions d'euros avec vous si vous êtes intéressé. Le soir de l'épisode, on va sur un typeform qu'on avait fait pour les invests et on voit 46 investisseurs, genre en 4 heures. Je me dis, attends, c'est un scam, c'est pas possible, jamais de la vie. J'appelle le premier. Bah, Johan, j'ai adoré l'épisode, voilà, je voudrais investir, comment ça se passe? Bah, ça se passe comme ça. Des Okay. BA, quoi. Ouais. Il dit, bah voilà, moi, je mets 10 000 euros. Je dis, ok, bah écoutez, merci beaucoup, monsieur. J'appelle mon associé, il y a déjà un mec qui met 10 000. Je rappelle le deuxième. Ouais, bah moi, je mets 50 000. Voilà, tu me dis les papiers, moi, je suis en Suisse, tiens-moi au courant. J'appelle le troisième, 15 000, 20 000. Et en fait, on a fait 2 millions d'euros en 15 jours. Et donc, je fais T'as envoyé t'as répondu aux investisseurs, là? Bah là, j'ai fait un post LinkedIn en disant on a levé 2 millions d'euros. Merci les gars, c'était sympa. C'était parfait. Ouais. Et du coup, il y a un fonds qui gère des BA qui s'est positionné pour mettre le dernier million. Okay. Et donc, finalement, on s'était mangé des murs pendant 5 semaines à faire des calls toute la journée avec mon associé. Ouais. Et en fait, en faisant un passage dans les jambes, on a levé 3 millions en 15 jours. 20 jours à peu près. Et on avait fait 450 000 euros de chiffre d'affaires. Et surtout, le plus important, c'est que la boîte, elle était passée dans une autre dimension. Ouais. Le site cartonne tout seul, en annuel, en mensuel, en pluriannuel. Et donc, on va parler de ce fameux pluriannuel. C'est un mec qui nous contacte après Légende, qui dit, je vous ai vu dans Légende. Est-ce que vous savez comment ça se passe du leasing de voiture? Et moi, comme un abruti qui sait pas faire 2+2, ouais, bien sûr, bah, c'est l'abonnement sur plusieurs temps. Il dit, bah voilà, bah, ça vous plaît? Je dis, bah, moi, c'est quoi mon intérêt? Je fais déjà de l'abonnement. Tu comprends déjà que je passe pour un imbécile. Ouais. Il dit, d'accord, t'as vraiment pas compris ce que c'est du pluriannuel. Je vais t'expliquer. Si ton client, il s'abonne 5 ans, moi, je te paye les 5 années d'un coup, contre une com. Et et moi, je finance à ton client en mensuel. En mensuel. Et je lui dis, tu peux répéter ça, s'il te plaît? Il me dit, moi, si le mec s'abonne 5 ans, je te paye les 5 premières années. Upfront. Et je lui dis, alors, ok. Je te repose la question. Si, par exemple, c'est 7 000 euros les 5 ans, est-ce que si je fais ça 10 fois par jour, tu me donnes 70 000 euros par jour? Il me dit, oui, monsieur. Je lui dis, tu peux monter jusqu'à combien? Il me dit, pas de limite. Je lui dis, non, tout le monde a une limite. Il me dit, je sais pas, mais considère que 2, 3, 4 millions d'euros par mois, il n'y a aucun problème. Wow. Je lui dis, je te rappelle dans 5 minutes. J'appelle mon associé, je lui dis, ça y est, jackpot, on a gagné, je sais tes matchs, etc. Je le rappelle. Il dit, bon, écoute, essaye de faire un contrat parce que tu vas te rendre compte que 5 ans, c'est difficile, faut mettre en place la mécanique. Je te rappelle dans 1 heure. J'appelle tous les commerciaux sur Slack en discussion. Le premier qui me fait un pluriannuel, 2 000 euros de prime. Tout de suite, maintenant, je vous explique la déballe. Voilà, monsieur, voilà, monsieur, voilà, monsieur. 1 heure après, bon pour accord. Je rappelle le mec, j'ai déjà un bon pour accord. Il me dit, je peux pas te croire. Je dis, si, j'ai un mec qui s'abonne 5 ans là. Il me dit, je ne peux pas te croire. Je dis, si. Il me dit, bon, fais-en encore 3-4 et tiens-moi au courant. Je dis, bah alors je te rappelle à 19h. Je le rappelle à 19h. On a 5 bons pour accord. Et là, moi, je suis en train de tilter qu'on abonne les gens sur 5 ans. Churn qui part dans les tréfonds des abysses. On récupère upfront 50, 60, 70 000 euros par jour qu'on va rebalancer sur Meta. Ouais. Et donc arrive l'épisode qui t'a fait surkiffer. Mais ouais, c'est Harry Potter. Non, Harry Potter, c'est ouais, c'est Harry Potter. Ah, mais c'est incroyable. Ouais. Genre, je dis à mes associés, les gars, je refais le même move que Légende. Ouais. Faites-moi confiance. Je vous explique ce qu'on fait. On prend 1 million d'euros, on les brûle. Ça, c'est le début du call. Ils me disent, c'est-à-dire on les brûle. Je dis, je vous explique. On fait tout. Télé, on refait Legend. Quand on refait Legend, on refait Legend. Ça va être incroyable l'épisode 2 de Legend. Tout le monde va vouloir voir la suite de la saison. On fait la télé, on fait le métro, on fait tout. J'ai demandé un devis. On m'envoie un devis. J'ai demandé un devis, je m'en fous. On me dit, voilà, le métro, c'est tant. Le tram, c'est tant. Ça coûte quoi le métro, par exemple? Une campagne dans le métro quasi 3 semaines, tu restes dans le métro, dans beaucoup de stations, 90 000 euros quand même. Ouais. C'est de l'argent, tu vois. Ouais. Derrière, le tram de Nice, on a fait la télé. Donc la télé, on a fait des passages en W9. Avant Touche pas à mon poste, en gros, ce qui est devenu Touche pas à mon poste, je crois que c'est tout beau tout neuf. Donc dans le tunnel de publicité, quoi. En gros, c'est juste avant l'émission. Ouais. Ce programme vous est présenté par Limova. Ah, d'accord, non, l'émission est présentée par Limova. L'émission est présentée par Limova. Et pendant les pubs télé, cette émission vous est présentée par Limova. Et on fait ça, et en même temps on fait LCI, et en même temps on fait CNews. Et donc arrive le fameux Harry Potter que je te raconte. On me dit... Le mec m'appelle, on peut faire Harry Potter 3, 4, 5, c'est-à-dire ce programme vous est présenté par Limova, et en plus, il me dit, et en plus on a les Energy Music Awards, il y a 5 millions de téléspectateurs. Je lui dis all in. Il me dit, t'es sûr? Je lui dis all in. Je m'en fous, je prends Harry Potter. On prend quoi qu'il arrive. Et nous, on faisait des pluriannuels qui payaient Harry Potter. Harry Potter nous générait des pluriannuels, et puis sans fin. Et donc là, vraiment, entre octobre 2025 et aujourd'hui janvier, la boîte, elle est passée dans une toute autre stratosphère. Merci à vous de regarder Silicon Carnet et merci à Quorum l'épargne, notre partenaire. Merci de soutenir cette émission. Je sais que la plupart d'entre vous m'écoutez depuis la France et depuis des années, je vous parle des États-Unis, de leur énergie, de leur marché
et de leur capacité à attirer du capital. Certains d'entre vous me disent « Ok Carlos, t'es sympa, on comprend le potentiel, mais comment est-ce qu'on investit concrètement sur le marché américain ?» Eh bien justement, Quorum a lancé Quorum USA, c'est la première SCPI qui investit directement aux États-Unis. En un an à peine, ils ont déjà investi dans les 3 États les plus riches du pays, New York, la Californie et le Texas. Côté performance, Quorum USA, c'est un objectif de taux de rendement interne de 4,5% sur 10 ans et une performance globale annuelle de 7,7% en 2025. C'est le moment idéal pour regarder les US. Alors si vous êtes curieux d'en savoir plus sur le plus grand marché immobilier du monde, rendez-vous sur quorum.fr. Ça s'écrit CORUM.fr. L'investissement dans les produits financiers comporte des risques et n'offre aucune garantie de performance. 2025 n'est pas représentatif d'une performance stabilisée. Allez, retour à ton épisode. Parce qu'en fait, la stratégie, ce que tu avais en tête, là, ça paraît un peu comme ça taré, mais en fait, c'est hyper smart. Parce qu'en fait, ce que tu as en tête, c'est de dire, moi, je veux que le mec, parce que comme tu l'as dit, c'est une question de trust, hein, il faut qu'il me voit partout. Ouais. C'est-à-dire qu'il rentre dans le métro, il voit l'Imova, il va ensuite sur Internet, il voit l'Imova, il regarde TPMP le soir, putain, il y a l'Imova, et ces gamins regardent Harry Potter le week-end, quoi, et boum, c'est l'Imova encore une fois. Et t'as une stratégie d'encerclement, quoi, en fait, de ta cible, et cette cible, elle est dans les médias traditionnels. Et puis surtout, ce qui est magnifique, c'est que nos concurrents ont commencé à nous envoyer du trafic. Pourquoi ? Parce que tu arrives sur un concurrent à nous, tu prends ses cookies, donc du coup tu scrolles sur Insta, tu tombes sur l'Imova, tu commences à regarder l'Imova, tu vois Denis Brognard, tu vois le métro, tu vois la télé. En fait, les mecs, ils ont commencé à aller chez eux en tunnel d'acquisition. Ils ont pas sign up. Ils continuent parce qu'il y a des cookies sur des agents IA. Ils tombent sur nous. Ils voient à Trustpilot 4,9, Denis Brognard, Legend, télé, métro. Mais en fait, ils signent chez toi. Ouais. C'est terminé. Ils signent chez toi. Ouais. Et donc, moi, le pari fou, c'était de se dire, je veux que dans la tête des gens, l'Imova, ça soit Haribo. C'est Haribo, c'est beau la vie pour les grands et les petits. Ouais. Et d'ailleurs, au demeurant, je peux te donner une info. Il y a un très gros club de foot de Ligue 1 qui nous a contactés sur LinkedIn pour dire, on a un emplacement de maillot pour vous. Et attends, c'est quoi le faire? Attends, je sais pas, je suis en train de réfléchir. Mais qu'est-ce qui est magnifique dans ça? C'est que dans la tête des gens, on est tellement gros qu'en fait, on est capable d'aller sur un maillot de foot, genre comme Fly Emirates, tu vois, dans l'idée. Ouais. Et vous êtes combien là? Là, on est 40. Ouais. On fait, comme je t'ai dit, 1 million par mois. Mais en vérité, si on se le dit très honnêtement entre nous deux, et tous ceux qui nous écoutent, on n'est pas la taille d'aller faire un club de foot. On va peut-être le faire parce qu'on est en train de se chauffer, parce qu'on est fou, Ouais. Mais en vérité, on ne devrait pas le faire. On va peut-être le faire parce qu'on est zinzin, mais il faudra attendre une bonne année pour faire un truc comme ça. Mais la preuve, c'est que dans le commun des mortels, en France et en Europe, on est cette taille-là de boîte. Et du coup, on a piraté le système de ce côté-là. Et j'en suis très fier parce que c'est un go-to-market audacieux, agressif. Elle te vient d'où cette niaque absolue là d'aller faire de la vente, d'aller prouver moi je crois beaucoup à ces entrepreneurs qui sortent du troupeau, quoi, tu vois, et qui vont chercher en dehors un trésor parce que dans le troupeau ils n'ont pas la reconnaissance, et que s'ils reviennent pas avec un trésor, le problème c'est que quand tu sors tout seul, comme tu dis là, du troupeau, quand le troupeau rencontre un loup, il a une chance sur 100 de se faire bouffer le mouton. Mais quand tu es tout seul, à poil, à te promener comme toi tu fais, et que tu rencontres un loup... c'est chaud. Bah, tu meurs. T'es cuit, quoi. Donc, mais ça te vient d'où, ça? Écoute, moi, quand j'étais petit, il y a 2 choses qui m'ont beaucoup aidé, bien que ce soit contre-intuitif. C'est que j'ai toujours manqué d'argent. Très grosse difficulté financière familiale. Vraiment, enfance... galère. Enfance, grosse galère, pas de cadeaux, pas de vacances, et il faut vivre / survivre. Et donc ça, forcément, ça te crée un rapport à la vie qui est dans le combat immédiatement, parce que depuis ton plus jeune âge, tu combats. Donc forcément, quand tu grandis, que tu as plus d'armes pour combattre, tu es un peu plus intelligent, tu es un peu plus autonome, bah, du coup, tu es déjà éduqué à la baston. Le deuxième sujet, c'est le rapport à l'école, dans lequel moi, j'étais très, très mauvais élève. Et puis le rapport aux gens qui m'ont vraiment rabâché toute ma scolarité, que j'étais un bon à rien. C'était le mot qui revenait tout le temps. C'est un bon à rien. Et ce qui était très paradoxal, et c'est ce qui m'a sauvé quand j'ai été m'impliquer dans la vie associative, on m'a très vite identifié comme quelqu'un d'hyper impliqué, hyper sérieux, hyper dévoué, qui compte pas ses heures et qui est très efficace. Et donc moi, bon à rien, mais prêt à tout. Ouais, en fait, all-in. All-in, toute ma vie, j'ai fait all-in. Ouais. Et en fait, je le répète en boucle à tout le monde.
tu ne peux pas standardiser la réussite. Ouais. Celui qui te dit la réussite, étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, c'est un menteur. Par contre, il y a des ingrédients qui créent la réussite. Le fait d'être un mort de faim, c'est un ingrédient capital et clé de la réussite parce que tu bosses plus, tu t'acharnes plus, t'as la dalle, tu t'en fiches des critiques. Au contraire, ça te renforce. Ça vient pas te mettre sous terre en disant je suis pas en dépression. Non, toi, t'es contre moi, c'est magnifique parce que du coup, je me sens encore plus dans le besoin de te prouver que j'ai raison, etc. Et donc ça, je pense que ça vient du passé que j'ai eu. Et je pense que c'est vraiment le mot revanche sur la vie. Et ça me galvanise. Et puis maintenant, j'ai une mission, c'est celle de que mes proches n'aient plus jamais à vivre ce que moi j'ai vécu quand j'étais petit. Et donc ça, quoi qu'il arrive, tant que je l'ai pas atteint. Tes proches, c'est ma famille, mes petits frères, mes petites sœurs, future épouse, tout ça, il faut que ce soit parfaitement à l'abri toute sa vie, parce que moi j'ai manqué de beaucoup et je veux pas que eux manquent de quelque chose. Donc du coup, ça m'anime énormément. Ta mère, elle est toujours sur Paris ou sur Bordeaux. Sur Bordeaux. Elle est sur Bordeaux, ouais. Donc, pour le coup... T'as envie de réussir pour eux. J'ai envie de réussir pour eux, j'ai envie de réussir pour moi. Et je me dis que... Tu gagnes bien ta vie, là, aujourd'hui, avec Limova ou parce que là, vous réinvestissez tout dans la boîte. Écoute, je gagnais très bien ma vie avant Limova. Ouais. C'est-à-dire que associatif, je gagnais pas du tout ma vie. Dans l'ancienne boîte, je gagnais très bien ma vie. Franchement, super bien. Limova, pendant un an, un peu moins d'un an, j'ai très mal gagné ma vie. Et là, depuis 3-4 mois, je me remets à bien, pas du tout au même rapport qu'avant. Parce qu'avant, c'était pas du tout une start-up, c'était une boîte qui générait de l'EBITDA tout le temps. On avait un chiffre d'affaires, on avait 50. Ouais, 50, et puis on avait un résultat positif, et puis on était bien payé. Là, on est largement de quoi bien vivre. On vit bien. Et l'idée, c'est de pousser la boîte le plus haut possible. Qu'est-ce qui va se passer avec Limova, là ? Parce que, en fait, là, vous avez fait un coup absolument de génie absolu sur... Vous avez quelque part pris une technologie, une réussite qui... ça marche aux États-Unis et vous l'avez adapté au marché français et vous avez fait le go-to-market parce que de toute façon, les Américains, tant qu'ils n'ont pas pris le marché américain, ils ne regardent pas ailleurs. C'est clair. C'est très intéressant que tu parles de ça parce que c'est pas commun. Les gens ne savent pas, mais tu as totalement raison. Ouais, non, les Américains, ils sont focus sur les États-Unis. Ah oui, ils sont sur un filon et ils attendent d'épuiser le filon avant de venir. Mais ils vont se pointer. Ils vont se pointer. Écoute, nous, on a fait le pari de devenir les numéros 1 en France et en Europe. Ouais. Objectivement sur France, Belgique, Suisse, Luxembourg, Canada FR qui n'a rien à voir avec l'Europe, mais qui est du coup francophonie. On est franchement dans la tête de ces gens-là, numéro 1, sans aucun doute. Et là, il y a un play qui est en train d'être testé. Comme d'habitude, on fait toujours pareil. On met de l'ads dans un endroit avec des commerciaux et on voit ce qui se passe. Il y a un play États-Unis qui est en train d'être testé, là au moment où je te parle, où on a des résultats qui sont excellents depuis début janvier. Quand je te dis excellent, c'est vraiment excellent. On a fait 225 abonnements on est le 20, donc en 20 jours. Donc c'est énorme ici. Après, attention, on met beaucoup de budget, hein. On spend, mais disons que c'est quand même un très gros démarrage aux US. Et c'est le même play qu'en France ou... Identique. Copier-coller. Tu vois, Guillaume, que tu as reçu dans le festin, Guillaume Houbèche, c'était une de mes très grosses interrogations. C'est est-ce qu'on shut down le prix et on push en ad. Tu l'as pris en advisor, lui ? Je rêverais de l'avoir, hein. Je discute avec lui. Ouais. C'était complètement dans son profil de boîte, il adore. Moi, j'adore Guillaume, c'est un mec extraordinaire. Le problème, c'est qu'il maintenant, il chiade de la gueuse un peu partout en Afrique du Sud, machin, tout ça, je sais pas, il est difficile à choper. Quoi. En tout cas, Guillaume, si tu nous regardes Limova, ils ont besoin de toi pour aller aux US parce que lui, c'est ce qu'il a fait. Quoi. Lui, c'est ce qu'il a fait et c'est surtout c'est ce qu'il a très bien fait. En bootstrapant en plus, faut le redire. Sans jamais lever un dollar. Hein. Non, c'est un tueur, Guillaume, et c'est grâce à Guillaume et grâce à Mounir que tu connais de Finaré. Ouais, bien sûr. C'est grâce à ces deux-là qu'on a démarré par les US en se disant, et pourquoi pas ? Alors que je peux te jurer que si on n'a pas ces deux mecs-là, et c'est pour ça que je te dis qu'il y a un rollback dans l'écosystème qui doit se faire, s'il n'y a pas ces deux mecs-là, on part faire UK, Espagne, Italie, Allemagne. Et en fait, c'est la bagarre, c'est dur. Et donc là, en fait, on part aux US en se disant, Mounir l'a fait, Guillaume l'a fait, pourquoi nous, on ne le ferait pas ? Le démarrage nous prouve qu'ils ont eu raison. On a des taux de conversion qui sont supérieurs à ceux de la France. Donc, incroyable. Et si ça se passe bien aux US, on va scaler très fort là-bas parce qu'il y a, comme tu le dis, un filon qui est énorme. Si ça se passe moyen, on envisage un play Allemagne-UK en plus de la France et de la francophonie. Quoi. Okay. Mais voilà, en gros, ce qui est prévu avec vraisemblablement au milieu de ça une série A. Ouais, donc là, si vous allez aux US, il va falloir lever de l'argent. Ouais. Et on a un très gros fonds US, à ma grande surprise, qui nous a envoyé un mail qui nous envoie un DM sur LinkedIn et un mail après pour un gros rendez-vous. Ils adorent complètement ce qu'on fait. Ils n'ont pas investi chez notre concurrent aux US et ils veulent investir chez nous parce que profil d'entrepreneur.
Ils ont dit les personnes qu'on a vues, ils sont en Lituanie, ils cartonnent, ils ont un chiffre d'affaires et un ARR qui est plus important que le vôtre. Ouais, et c'est plus fort que vous en ARR, mais on croit en vous comme tout. En fait, on pense que vous allez chercher vraiment. En fait, je sais pas si tu te rends compte, mais vous avez ce que tu décris, c'est ultra américain en fait dans l'approche. Moi, je me rends pas compte. Je pense que vous avez l'ADN, vous avez vraiment la culture US, hein, qui est une culture de sales, de business, et je pense que vous n'avez pas d'enjeu sur le product, sur la technologie, parce qu'en fait, et je sais, ça paraît être un gros mot, mais ça n'en est pas du tout un quand on parle de rappers, d'orchestrer correctement et d'amener une solution orchestrée entre différents, parce que c'est pas votre LLM. Pas du tout. C'est pas un modèle à nous. C'est pas un modèle propriétaire. Non, le sujet, c'est d'orchestrer correctement des technos qui existent pour des cas d'usage business qui sont et de les sécuriser en termes de data. Exactement. Et de les personnaliser. Exactement. Et tout ça. Et c'est hyper important et c'est hyper intéressant. Donc, vous n'avez pas intérêt à être dans la Silicon Valley parce que moi, j'ai l'habitude de dire, tu as la différence où on me pose souvent la question, est-ce qu'il faut que j'aille à New York ou est-ce qu'il faut que j'aille à San Francisco? Et il y a une réponse. Alors, ils disent oui, parce que New York, c'est un peu plus près. Moi, je leur dis non, mais il y a l'Île-Dieu aussi. Hein, c'est sur le même chemin, tu vois, et tu vas pas t'installer à l'Île-Dieu. C'est pas ça la réponse. C'est pas les 6 heures de décalage. Non, je couperai au truc. Et c'est pas les 6 heures de décalage ou les 9 heures de décalage qui vont faire la différence. Non, t'as West Coast, San Francisco, c'est des product makers. Des mecs qui font des produits. Si t'es en train de fabriquer un produit, de la technologie, parce que t'as des mecs, tu parlais des product managers, des trucs comme ça. T'as des monstres. Des monstres, ils ont fait des trucs avec des échelles et des scales, avec des technologies absolument incroyables. New York, c'est des deal makers. Les deux sont greedy, hein, les deux veulent faire du pognon, les deux sont des capitalistes. Mais les product makers, ça prend beaucoup plus de temps. Bien sûr. C'est long, etc. Deal makers, c'est transactionnel. C'est à la seconde. Et là, tu vas trouver cette mentalité de transactionnel. Donc, moi, je pense que vous avez un profil East Coast, quoi. Tu vois, c'est vraiment de deal makers et il y a de la techno à New York et il y a surtout des clients à qui tu vas pouvoir vendre, voire même peut-être depuis Miami aussi, parce que tu peux aussi aller taper l'Amérique du Sud qui est un marché colossal. Là, que tu saches, notre taux de conversion au moment où je te parle, c'est Floride, aux US je te parle, Floride, New York, Texas. C'est les 3 premières villes. Première étape plutôt qui cartonne chez nous. Je suis pas étonné. Vraiment, cartonne. Parce que ce qu'on comprend pas aussi en France, c'est que tu as les PME, des toutes petites entreprises, et entre la TPE et la Poste, il n'y a pas grand-chose. Alors qu'aux États-Unis, c'est énorme le marché, la profondeur. Et tu as un escalier. Tu vois, tu veux dire, OK, là, je fais ça. Ensuite, j'ai un deuxième escalier avec des boîtes qui font 100 millions. Et puis, troisième escalier avec des boîtes qui font 500 millions par an. Et puis, 1 milliard. Et puis après, des machins absolument colossaux. Et tu peux prendre cet escalier. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est essayer de tout prendre aux États-Unis parce que le marché est trop gros, quoi, en fait. Et je pense que vous avez un vrai positionnement. Mais ça veut dire qu'il va falloir aussi aller culturellement, même si votre culture, elle est super proche, quand même mettre quelqu'un là-bas sur place. C'est toi qui vas y aller? Écoute, a priori, c'est moi le profil qui serait le plus à même d'y aller. Et puis là, comme tu l'as très bien dit, quand on va aller dans ce genre de bagarre, il va falloir plus de fonds. Donc, c'est vraiment tout l'enjeu de la Série A qu'on va faire. On a fait un secondaire. Là, donc là, tu as des Américains qui te draguent et les VC là, dont on parlait tout à l'heure, ils reviennent là? Alors, il y en a qui sont revenus, mais qui s'étaient très mal comportés. C'est au revoir. Peu importe, ad vitam aeternam, dans n'importe quelle boîte qu'on montrera, c'est au revoir parce que ce jugement de valeur, tu dis j'aime pas le produit, aucun problème. Les track records de la boîte sont pas satisfaisants en mois de mai, pas de problème. Et d'ailleurs, il y a plein de gens qui ont dit ça et à qui on discute là maintenant. Par contre, tu rentres sur il a pas fait HEC, ils ont pas fait Central, c'est pas des repeat founders en gros, ils vont se planter. Là, t'es éliminé ad vitam aeternam de mon calendrier, tu vois. C'est vrai cette légende comme quoi il y a un GP d'un très gros fonds dont on ne donnera pas le nom. Ce fonds vous dit non, vous claque un petit peu la porte au nez. Et en fait, le GP, parce que tu fais une conférence ou un truc comme ça, rentre dans un véhicule où il y a plein de business angels. C'est très vrai. C'est vrai? Non, en gros, il y a un très gros fonds d'investissement avec qui on fait un meeting d'1h30, on fait 2 calls, etc., qui à la fin nous dit on n'y va pas. C'est un business horizontal, on n'y croit pas, j'ai pas de conviction. C'est le mail qu'on reçoit. Pas du tout irrespectueux. Hein. Je tiens à préciser, très très respectueux. Non, mais c'est un non. Mais c'est un non. Ils passent leur temps à dire non, c'est leur boulot. Hein. C'est un non. Et ce qui est très drôle, c'est que le fondateur de ce fonds entend parler de nous dans une conférence que je fais au MEDEF un soir et qui du coup a décidé en perso
de rentrer au capital de la boîte et qui nous call en disant mais attendez les gars 2 secondes, vous pouvez m'expliquer pourquoi le fonds n'est pas rentré? Moi je rentre en perso, c'est mon choix et de toute façon je l'aurais fait whatever, mais pourquoi on n'est pas rentré? On dit parce qu'on a pris un nom, on a pris juste un nom. Ah bon? Et 2 jours après, on reçoit un mail d'une personne de ce fonds-là qui nous dit « Salut, je reprends contact avec vous suite aux demandes de… » 2 jours après, c'était le mardi, parce que le lundi, il y a le comité d'investissement et je pense que le mec a dû passer un mauvais lundi matin, certainement. Et du coup, on se revoit le 3 février. C'est pas mort, là. Non, c'est pas mort du tout. Super. Et après, parce que là, vous allez chercher à lever quoi, en fait? Si tu pars sur un play US, quoi, tu as en tête un chiffre? Ouais, 20 millions, je pense. Entre 15 et 20 millions, c'est ce qu'on va essayer d'aller chercher. Et avec dedans peut-être un petit poil de secondaire ou pas pour ressortir les premiers investisseurs, tu vois, qui ont fait leur x depuis le début. Ouais. Mais a priori, c'est entre 15 et 20 millions. Je pense que le play, ça va être de dire, on a un fonds US qui est très intéressé, on a un fonds aussi UK qui est super intéressé, qui veulent y aller. Salut les fonds français, faut se réveiller maintenant, faut y aller. On y va pas. Dans tous les cas, vous y allez pas, nous on part faire notre autre chose aux US. En gros, c'est ça le play. Si les fonds français avec qui on s'entend bien sont chauds, on fait vraiment FR, UK, US. Et d'ailleurs, je l'ai dit de façon très cash, très directe, limite un peu froide à un des VC français. Je lui ai dit, par contre, je vous explique, sur ce roadshow-là, je vais pas faire 5 rendez-vous avec vous. Je vais vous en faire un. Il y aura une data room, vous y allez, oui ou non, c'est pas grave, mais je vais pas me cramer 5 fois 1h30 pour vous raconter ma life. T'as une deadline où tu veux closer ce truc? Parce que généralement, ça marche bien comme ça. Tu dis, de toute façon, nous, on a prévu de closer. Quoi qu'il en soit, le 30 avril, c'est closé. Écoute, a priori, on aimerait démarrer le roadshow début avril. Et a priori… tu te donnes quoi? 60 jours pour… 60 jours pour… On refait un Legend 3 pour continuer l'aventure. Ah ouais? Ouais. Nous, on veut le faire en mode saga. Okay. Vraiment, Limova tout début, Limova après le scale, Limova va aux États-Unis, tu vois, vraiment Tintin, tu vois. On veut le faire les aventures de Limova. A priori, c'est 27 mai le passage. Donc après, il faut que ce soit closé. De toute façon, t'as pas le choix. On closera fin mai. Fin mai, on closera, mais en tout cas, ça devrait se passer comme ça. Putain, c'est génial. Moi, écoute, j'étais super content de t'avoir dans le show parce que j'avais cet appétit en t'écoutant et avec ce qu'on m'avait dit et cette gourmandise et je suis pas déçu. Je vois exactement ce que vous êtes en train de faire et pourquoi est-ce que vous êtes en train de le faire. C'est juste extraordinaire. Écoute, venant de toi, je te promets que c'est très très touchant. Non, c'est sincèrement chapeau. Moi, j'ai envie de voir de plus d'entrepreneurs comme ça et qui font du chiffre d'affaires et qui se posent pas des questions. C'est extraordinaire. Cette intelligence artificielle, si on prend un peu de hauteur, parce qu'elle est beaucoup décriée, il y a beaucoup de backlash sur l'IA, peut-être aussi que on a trop promis et que les gens, ils ont peur. Là, tu vois, il y a tout un trend en ce moment chez les Gen Z, Bring Back 2016, où ils veulent revenir 10 ans en arrière, avant les algorithmes, avant l'IA, avant le côté un petit peu fake, etc. Toi, ta vision de tout ça, c'est quoi? Tu l'as dit, tu es un optimiste, mais quand tu parles avec les clients, quand tu parles de ça à des gens qui ne sont pas forcément dans le milieu, qu'est-ce que tu entends? Écoute, moi, je peux te parler des retours clients et des retours dans la famille, les Ouais. amis, ceux qui sont un peu éloignés du sujet. Déjà, il y a un sujet sur lequel on n'en parle jamais, ça me rend fou, c'est de te dire à quel point l'IA va sauver des gens malades. Et à un moment donné, il faut… j'entends le confort, j'entends qu'on va être challengé sur le boulot, j'entends tout ça, mais juste, il y a des gens sur Terre qui naissent avec des handicaps. Il y a des gens qui naissent aveugles, il y a des gens qui naissent malades, il y a des gens qui ont des cancers, maladies rares, et on n'a personne pour faire de la recherche. Et en là, fait, il y a de très, très, très grandes chances, que la plupart des maladies sur Terre vont être gérées par l'IA. Je te prends un exemple vraiment super simple. J'ai un ami à moi qui est radiologue et qui me dit, il y a des IA en radiologie qui détectent des choses 5-6 ans avant. On n'aurait jamais pu voir la tâche. Et en fait, là, on disait aux patients, j'ai détecté avec du temps, vous avez de la chance, on l'a pris à temps. En fait, on était déjà très en retard. Tellement en retard. L'IA le voit 5 ans avant et elle me dit, l'image… Alors, c'est invisible à l'œil nu. Non, il a dit, l'image, on l'a passée chez un comité d'experts 50 fois. Ouais. Personne pose un diag correct là-dessus. Et en fait, je me dis, il y a des gens qui naissent pas avec les mêmes chances que tout le monde, vraiment avec des maladies qui sont graves à la naissance ou durant leur vie. Rien que déjà, si on règle ce problème-là, énorme chose magnifique pour la Terre. Deuxième sujet, l'accès au savoir.
Il y a des gens qui n'ont pas accès au savoir. Manque de moyens, manque d'école, manque de ci, manque de profs particuliers, manque de tout ce que tu veux. Ou ça prend trop de temps. C'est dur. Perdre une année pour apprendre un truc. T'as tout compris. Là, tu as la capacité d'apprendre. Troisième sujet, moi, je suis un mec, c'est compliqué de m'apprendre les choses. Quand je suis dans une salle avec 30 personnes, je comprends rien. Par contre, parler avec mon IA personnel le soir, à ma façon, qui me coach de ma façon, comme j'aime, les exercices que j'aime, ça, c'est une autre axe qui est, au moment où je te parle, pas du tout stable, mais vraisemblablement dans les prochaines années va être stable. Ça, plus ça, le fait de dire, moi, je monte ma boîte, j'ai pas d'oseille. J'ai rien, j'ai pas de parents, j'ai personne, je suis à la rue. J'ai vu des podcasts de mecs qui avaient la dalle, vas-y, je monte ma boîte. Et il y a qui va lui permettre d'aller chercher ses premiers milliers d'euros de chiffre d'affaires, parce qu'avant, à 23h, elle sera en train de déprimer sur comment je vais faire, et là, elle a quelqu'un qui lui répond à 23h, faire comme s'il fait comme ça, etc. Tout ça, c'est des super sujets, putain, et il faut le dire. Et après, t'as tout le côté. Il y a un côté catastrophique. Santé, éducation, entrepreneuriat. Santé, éducation, entrepreneuriat, c'est magique. Maintenant, t'as des sujets qui sont très problématiques. Un sujet qui est très problématique, c'est l'armement. Moi, je suis très inquiet de la partie militaire. Parce que forcément, on va avoir des voyous qui vont se saisir de ce genre de sujet et qui vont faire des merdes, comme dans tout. Ça, c'est un sujet qui m'inquiète beaucoup. Et le deuxième sujet qui est inquiétant, mais sur lequel je pense qu'il faut se laisser un peu de recul et un peu de temps, c'est le sujet sociétal. C'est-à-dire à quel point, par exemple, Musk, sa thèse, c'est de dire le travail va devenir une commodité. L'argent va disparaître. Ouais, l'argent va disparaître. Moi, on va être dans une économie de l'abondance, donc si tout est abondant, il n'y a plus de raison de payer. Quoi. Donc, et lui, il te dit ça alors que c'est la première fortune du monde, tu vois. Et qu'il vient de négocier son petit package à 1 trillion, quoi. T'imagines, donc, et le type, il te dit... Mais tu sais que dans la Silicon Valley, en ce moment, tout le monde est un petit peu en train de se dire, c'est peut-être le dernier moment de devenir riche, parce qu'avec ce qu'on est en train de créer, effectivement, ça sera plus capable. On va tellement commoditiser de trucs que tout le monde va avoir le même truc, ça va être très égalitaire, finalement. Et donc, créer des richesses aujourd'hui, des fortunes absolument colossales, si tu le fais pas maintenant, c'est pas sûr que tu le feras demain. Exactement. Ouais. Et en fait, moi, je pense, ça c'est des sujets qui sont inquiétants. Maintenant, moi, je me concentre toujours sur les facteurs qui sont contrôlables. Ce que moi, je peux contrôler, c'est que l'IA, c'est super pour ma famille. C'est super pour poser un diag. Je te prends l'exemple d'une personne de ma famille qui a eu un diag qui a été posé par un GPT qui était contraire à ce que recommandait un chir. Le chir s'est trompé. Le chir a dit il faut toucher à ça. Quand le GPT dit tu ne devrais pas, deuxième avis, surtout on touche pas. Et en fait, dans le commun des mortels, on n'aurait jamais été demandé à GPT. Et en fait, on va écouter ce que dit le premier chir parce qu'il a une grosse réputation. Et puis tu te retrouves avec un truc qui est très grave. Et le pire, c'est Laurent Alexandre qui expliquait ça, c'est que un chirurgien sans ChatGPT, enfin sans IA, ne peut pas battre l'intelligence artificielle. Mais le pire, c'est qu'un chirurgien avec l'IA est moins fort que l'IA toute seule. Et ouais. Pourquoi ? Parce qu'il croit savoir. Et donc, du coup, il oriente. Ne sait pas ce qu'il sait pas. Et du coup, il pose des questions de façon orientée. Et voilà. Et en fait, c'est juste pas grave. T'as une techno qui est en train d'émerger, qui va sauver des vies. C'est juste trop bien. Moi, vraiment, je le dis à tout le monde. Évidemment que GPT n'est pas un médecin. Mais par contre, je contre-check. C'est comme un avocat qui t'envoie un truc en disant « Tu peux rien faire, laisse tomber, bon courage ». Attends, mec, 2 secondes. Et du coup, tu te retrouves à regarder, tu te dis « Mais attends, t'as pensé à ce truc-là ?»« Ah non, mais ça, c'est un vieux dispositif. Ouais, on pourrait. » Attends, mec, t'étais un non catégorique il y a 1 heure. Comment tu peux me dire « Ouais, on pourrait ?» Et bah ça, tu vois, cet accès au savoir-là, ça fait du bien. Donc moi, je prône tout ce qu'il y a de bien. Et ce qu'il y a de pas bien, je dis faire attention. Et ce qu'il y a de pas bien qui n'est pas entre mes mains, je dis arrêtons de discutailler de tout ça. On verra bien ce qui va se passer. Et on s'adaptera parce que de toute façon, on a toujours eu la capacité de s'adapter depuis des millénaires. Donc j'ai confiance en l'humanité de ce côté-là. Ouais. Bon, Johan, rendez-vous aux US alors. La prochaine fois, c'est dans mon studio ASF. Ah, mais alors là, tu peux me faire plus plaisir que ça. Ok. On fait ça alors, qu'en fait. Johan, j'étais ravi de te rencontrer. Moi, c'est Carlos. ravi de faire Continue cette aventure, continue avec cette fougue et cette énergie. Je suis sûr que vous allez aller super loin, quoi. En tout cas, moi, je suis super fier de vous. En fait. Merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Merci à vous de regarder Silicon Carnet, de plus en plus nombreux, et ce format Off the Record où on prend le temps de s'asseoir avec des entrepreneurs, des gens qui nous inspirent. J'espère que vous avez aimé cette conversation avec Johan Drahi de Limova.ai. Je vous invite véritablement à aller voir sur leur site web tous leurs agents qui sont absolument incroyables. Mettez en place de l'intelligence artificielle chez vous, c'est important, il faut commencer, il faut s'éduquer, il faut tester, et c'est une bonne occasion de tester avec Limova. Merci beaucoup. Allez, hasta luego amigos, bye bye, ciao.